Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 57. Je suis Thomas et je suis en compagnie d'Adrien. Comment vas-tu, Adrien? Je suis Adrien et je suis en compagnie de Thomas. Ça va très très bien, c'est les vacances, c'est l'été en tout cas. L'été qui a fait son arrivée un petit peu, il fait soleil, il fait chaud, il fait beau, on est content, mais il faut toujours traiter de la news parce que voilà, on vous oublie pas les poppies, on est là pour vous. Et cette semaine est plus chargée, je trouve, que la semaine Ah oui, dernière. Pas mal de choses à dire. clairement. Côté news, côté gros sujet voilà, qui m'intéresse beaucoup. Tu Et veux nous tu dire vas un nous petit peu ce sujet, nous c'est le en fait présenter? un internaute, on le dira tout à l'heure aussi, mais c'est un abonné en fait qui nous a soumis ce sujet-là, en fait auquel je pense régulièrement, mais je me suis jamais dit on va en faire C'est un gros vrai. sujet. C'est VO ou VF. Mm. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'on préfère regarder certains films en VO? Est-ce qu'on préfère regarder certains films en VF? Est-ce que la VF a changé? On sait qu'il y a des pays qui n'en ont pas du tout de doublage, etc., Ouais. etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire. J'ai trouvé que c'était un sujet super intéressant et c'est The Phoenix, en tout cas c'est son pseudo sur Instagram qui m'a soumis l'idée. J'ai trouvé ça super. Donc on va en parler tout à l'heure et très très hâte. Merci à The Phoenix, bien évidemment, à qui on dédie cette émission. Qu'est-ce Ouais. que c'est que Pop News? C'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. L'objectif, évidemment, c'est de vous faire un petit récap de ce qui s'est passé dans la planète pop culture cette semaine passée, donc avec des news, des brèves, un point box-office, un gros sujet qu'Adrien vous a déjà présenté, puis un radar des sorties, et enfin quelques recos pour terminer l'épisode. On est en ligne toutes les semaines les mardis sur les mercredis sur les applications de podcast et en Mhm. direct les lundis à 20h30 sur YouTube et sur Twitch. Vous pouvez évidemment nous rejoindre sur tous les différents réseaux sociaux. Vous avez les liens qui sont un petit peu partout, hein, là où vous êtes. Et puis, vous Oui. pouvez aussi rejoindre notre page Discord ainsi que notre page Ko-fi si vous voulez participer financièrement et faire vivre cette émission. Ça nous fera évidemment très plaisir et on embrasse tous nos soutiens, qu'il s'agisse des abonnés Ko-fi ou des gens qui subgiftent sur Twitch, etc., etc. Et de mettre Voilà des petites pour étoiles, c'est important les petites étoiles sur les plateformes de tout à podcast, fait. bien Ouais, évidemment, ouais. les likes un petit peu Ça aide partout. énormément. Et de toute Ouais. façon, dès que vous voyez nos tronches, c'est like. Voilà. C'est comme ça que ça marche maintenant. Les algorithmes, Exactement. vous connaissez. Eh bien écoute, Adrien, je te propose qu'on commence tout de suite avec la grosse news de la semaine. C'est une Ouais. news qui concerne Marvel. Exactement. Alors c'est une news rumeur encore une fois parce qu'on sait très bien que Marvel garde beaucoup de choses de côté et avant de dévoiler leur plan d'action. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une grosse rumeur autour du prochain film Avengers et des frères Russo qui ont réalisé Avengers Infinity War et Avengers Endgame. On le sait, le futur de Marvel est un peu incertain depuis qu'ils ont trop produit de contenu, Hmm. notamment sur Disney+, avec beaucoup de séries, que les gens se sont perdus depuis Endgame parce qu'ils n'arrivent plus à savoir qui est quoi dans l'univers du MCU. Il y a trop peut-être de super-héros inconnus au bataillon. Peut-être qu'il y a plus de super-héros assez porteurs comme Iron Man, Mhm. Captain America, etc. Même si Captain America existe toujours, mais c'est plus Chris Evans. Bref, vous m'avez compris. Donc, cette année, ils n'ont que Deadpool 3 à sortir, et il sort d'ailleurs cette semaine, la semaine du podcast. On vous en parlera un peu plus en détail Dès qu'on normalement cette pourra, ouais. semaine, dès qu'on pourra. On l'a précisé, hein, Thomas voilà, est en vacances et c'est un peu plus compliqué pour lui de discuter de tout ça. Mais moi, Vous aurez un j'essaierai de vous faire retour un d'Adrien petit truc. qui potentiellement vous Voilà. fera un truc cette semaine. Je vais essayer parce que c'est quand même la grosse sortie. Mais bref, c'est Hmm. pas ce qui nous intéresse là. Mais on ignore toujours en fait ce qui va se passer dans le prochain film Avengers. Il n'y a aucun détail en fait sur la date de sortie, ni même le titre. Il y a beaucoup de rumeurs, le réalisateur. Bon, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Mais il y a une rumeur récente qui est sortie la semaine dernière qui en fait indiquait que les frères Russo, comme je l'ai dit, réalisateurs d'Endgame et d'Infinity War, seraient en pourparlers pour réaliser les deux prochains films Avengers. Mais juste après que la rumeur est circulée sur Internet, Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a démenti l'information dans une interview avec le magazine Inverse. Il a déclaré en fait que cette rumeur est sans fondement et qu'une annonce officielle pourrait arriver cette semaine lors de la Oh, Comic-Con. Parce que là, en fait, ça faisait un bout de temps que Marvel n'était pas venu au eh Comic-Con. oui, Ils sont de retour cette semaine. Évidemment, ce sera aussi un gros truc de Pop News la semaine prochaine. Dans le prochain épisode, il y aura bien sûr. beaucoup de choses à débriefer. Et donc, on imagine en fait que Kevin Feige, quand il dit ça, il sait très bien qu'il faut qu'il garde le secret jusqu'à ce que Ouais, ouais. le Comic-Con soit passé. Hmm. Évidemment, Kevin Feige, il a mentionné le fait que Marvel Studios aime beaucoup garder des secrets. Parfois, il le dit, en déformant la vérité dans certaines interviews. Donc, lui-même dit que
potentiellement, quand il dit que les frères Russo ne sont pas impliqués, c'est peut-être faux aussi, parce que Oui. justement, voilà, Marvel aime bien changer la version des films dans leur bande-annonce. Ils aiment bien Oui. un petit peu dire à leurs stars de pas trop justement dévoiler l'intrigue d'un film, etc., etc. Hmm. Donc en fait, ça laisse quand même toujours planer le doute sur le fait que les frères Russo puissent réellement être impliqués dans les prochains films Avengers. Et on attendra en fait juste la confirmation officielle, si tout va bien, cette semaine lors du Comic-Con. Voilà. Ouais. Bon, on y croit ou pas aux Russo sur Avengers 5? Je pense que Marvel moi, je mettrais un petit billet quand même sur eux parce que je pense que Marvel n'a pas envie de se prendre les pieds dans le tapis. Ça fait quand même Ouais. maintenant plusieurs années hein, quand même, hein, qui sont un petit peu en difficulté Hmm. vis-à-vis du public. Bon, la critique, je pense qu'ils s'en fichent, hein, mais c'est vraiment vis-à-vis du public. Et le public s'est lassé. On parle de super-héros fatigue depuis de Mhm. nombreuses années, mais là, ça y est, c'est acté. D'ailleurs, Kevin Feige répond souvent à cette problématique de la super-héros fatigue, le fait que les gens voilà, ne puissent plus supporter de voir des super-héros à l'écran. C'est pas le cas que chez Marvel, d'ailleurs, on le voit chez Non. DC aussi, hein, c'est quelque chose qui a Ouais. peut-être fait son temps. Et donc, à force voilà, de comprendre que le public veut autre chose, est-ce qu'on ne reviendrait pas à ce qui a le mieux marché? Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que les frères Russo ont offert voilà, à Marvel un petit peu le meilleur écran pour leurs super-héros avec Infinity War et avec Endgame. Ça me paraît pas déconnant. C'est une prise de risque moindre. Oui. Mais si tu reviens par exemple à Avengers premier du nom par Joss Whedon, ils Mhm. avaient aussi donné Avengers 2, l'ère d'Ultron, à Joss Whedon. Bon, pour le succès qu'on lui connaît, c'était un bon box-office, mais le film n'avait pas autant marqué les esprits Non. que Avengers 1. Bon, il était Mais rincé à ce moment-là, hein. Ça c'est vu. Hein. Whedon était rincé, oui, oui, tout à Hmm. fait. Et après, il était cancel. Euh, ça n'a rien à voir, mais Chaque chose en son temps. on le précise quand même. C'est important. Et donc voilà. Donc moi, je sais pas. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que ça peut être un bon Écoute, move? moi je pense que on est dans une époque où Marvel a certainement besoin de rassurer ses actionnaires Aussi, ouais. aussi, en plus de son public. Mhm. Et ses actionnaires, on va le rappeler, c'est quand même Disney, qui est bon, la plus grosse corporation du divertissement mondial, mais qui a quand même besoin aussi de vendre des actions et d'être vu favorablement par ses actionnaires. Donc forcément, envoyer un signal tel que regardez, ce sont les réalisateurs de Captain America Winter Soldier, de Mhm. Captain America Civil War, de Infinity War et d'Endgame, qui sont nos plus gros succès ever au box-office. Évidemment, pour les gens qui aiment bien les lignes, si tu veux, de stats, c'est toujours vu favorablement. Par contre, est-ce qu'on peut parler un petit peu du signal que ça pourrait potentiellement envoyer d'un point de vue créativité interne chez Marvel? Ça veut dire, grosso modo, bah écoutez, on ne sait pas qui est capable de gérer ces films-là, autrement que ces gens-là, en fait, qui ont déjà fait 4 films chez nous, et qui avaient l'air plutôt très contents de faire d'autres choses ailleurs. Mhm. Donc, Trois films. 3 films. Ouais. Donc, C'est déjà énorme, hein. Ouais. ouais, ouais, c'est énorme, mais tu vois, Bah, c'est... oui, après, c'est trois films qui ont très très bien fonctionné, tu vois. C'est pas comme un Taika Waititi qui s'est planté avec Thor 4, Bien sûr. mais qui avait cartonné avec Thor 3. Tu vois, ils ont peut-être, ou même, comme il s'appelle, le réalisateur des Spider-Man, John John Watts. Watts. John Watts, tu vois, c'est pareil, c'est un exécutant, tu vois. Oui. Mais les Russo ont, on va me tomber dessus, je pense, pour dire ça, mais je pense un poil plus de vision quand même qu'un John Watts. Oui, un poil quand même. Je comprends pas qu'on crache à ce point-là sur les Russo. D'ailleurs, moi, je les défends pas hein, non plus, mais je trouve que les mecs, bah, ils font du très bon taf pour ce qu'ils ont en fait. Enfin, Ah, c'est pas évident quand même. Ils ont réussi à faire un oui, truc de ouf quand même avec Infinity War côté Endgame. Marvel, oui. Mais Ah c'est oui, vrai oui, que je parle leurs de Marvel, dernières je parle de Marvel. Hein. productions hors Ouais. Marvel sont plus complexes, mais en l'occurrence, oui, oui, tu peux pas nier quand même que ils ont mis leur pierre à l'édifice, un peu comme Ouais. ce que Jon Favreau avait fait d'une manière différente Oui. au début du MCU. Mais enfin, en tout cas, ils sont doués pour mettre en image ce qu'on leur demande de mettre en image. Ça, c'est certain. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est les gens dont ils ont besoin? Peut-être, en fait, parce que ils ont peut-être Je- besoin de se remettre, de revenir un petit peu à la base aussi. Ouais, je pense. Je pense qu'ils ont besoin de mecs qui ont des facilités justement pour lier des histoires, pour lier Mhm, des personnages entre eux. C'est des mhm. personnages
que le nouveau public, en tout cas le public actuel, ne connaît pas forcément. Il y a beaucoup de super-héros qui n'existent plus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut remettre tout ça en place. Il faut exciter les gens en fait autour du projet. Je pense que les Russo sont les bonnes personnes pour ça. Tu mets quelqu'un, une réalisatrice ou un réalisateur un peu pas novice, mais voilà, qui vient pas forcément de ce monde-là. Je pense notamment à Chloé Zhao avec Les Éternels, à d'autres réals comme ça. Bah, c'est peut-être pas le bon move pour un film Avengers. Pour un film un peu sur le côté, tu vois, why not? Mais genre un Blade, tu vois, ça me dérange pas. Ou une origin story d'un nouveau personnage, ou une pas de suite souci. d'un autre Pas de problème, personnage tu vois. seul, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où, oui, en fait, ben, c'est des films qui sont en plus tentaculaires, hein, qui mettent des mois et des mois à sortir de terre. Et bon, c'est vrai qu'on n'est pas trop de deux quand on est un binôme à gérer ce genre de film. Et en plus, ça fait partie des seuls réalisateurs qui ont eu l'opportunité de faire leurs preuves sur ce genre de projet. Donc forcément, bah, oui, ça aide. Que leur ils ont déjà le CV, soit... ils ont le CV, voilà. Ah bah clairement, ouais, c'est sûr. Mais c'est ce que dit Franck dans le chat, c'est un peu comme David Yates pour les Harry Potter, c'est exactement la bonne comparaison. David Yates, à un moment, est arrivé sur le 4, et on lui a filé les clés de Harry Potter jusqu'à la fin. Parce que ça roule. Ouais. Et en fait, c'est pas si con. Alors, ça vaut ce que ça vaut. David Yates, par exemple, il a des films qui sont un peu moins bons dans sa filmo Harry Potter. Hein, c'est bizarre de dire ça. Mais le 4 est pas très bien. Le 7-1 est partie 1 est bien mieux. Et très mieux. Waouh. Et bien mieux. Mais au moins, il y a une forme d'uniformisation qui est plutôt intéressante et qui permet au grand public de s'y retrouver. Et c'était justement mon doute à ce sujet, quand je parlais de créativité. C'est justement quand tu mets tout le temps la même patte visuelle, la même patte de réalisation sur tes gros projets, tu uniformises, ça c'est logique, c'est presque mathématique, et c'est un truc qu'on reproche quand même très régulièrement à Marvel, leur uniformisation. Ouais. Donc on est à peu près certain qu'en mettant Anthony et Joe Russo sur le projet Avengers 5 et 6, bah, qu'on n'aura très probablement pas un plan plus haut que l'autre, quoi. Donc, alors oui, moi honnêtement, je pense que la news, elle fera plaisir à beaucoup de monde, et quand ils vont, même dans le public, hein, quand ils vont présenter ça dans le hall H de la Comic Con, et qu'ils vont officialiser que c'est bien les deux Russo qui vont gérer ça, les gens vont hurler et vont être super contents parce qu'en fait, ça va les rassurer. Une Ola dans le Holash? Oui, la Ola du Holash, bien sûr. Je pense, je suis d'accord avec toi. Mais après, moi perso, j'attends rien en fait de Marvel aujourd'hui. À part Deadpool qui sort cette semaine, parce que il peut un peu casser les codes, ça peut être cool. Mais sinon, je pense que c'est mieux en fait de rien attendre de ces projets-là, parce que c'est ça être adulte. Ouais, peut-être, c'est ça être adulte, je sais pas. Non, mais dans le sens où quelque part, investir trop d'espoir dans ce genre de produit, parce que c'est ce que ce sont des produits. Est-ce que c'est vraiment utile, et est-ce que c'est vraiment sérieux? Je suis pas certain, tu vois. Non. Mais on peut pas nier, en tout cas, pour terminer sur cette news-là des Russo, que les gars, comme tu l'as dit, ont apporté leur pierre à l'édifice, et que c'est pas n'importe qui, et que c'est rassurant. Et moi, si c'est eux, ça m'excite quand même un peu plus qu'un nom random qui fera peut-être de la merde, quoi. Mais oui, non, mais tu vois, dans tous les cas, j'attends d'être surpris, quoi. Il y a très peu de noms à l'intérieur du Marvel Cinematic Universe de réalisateurs qui pourraient avoir cette aura-là. Je pense que ils annonceraient Jon Favreau sur Avengers 5 et 6, les gens seraient très contents comme les Russo. Ils annonceraient James Gunn, c'est plus possible évidemment. Tu vois, tout, hein. Et c'est à peu près tout en fait. Et il y avait la rumeur dernièrement de Sean Levi. Voilà, donc Sean Levi, c'est pas impossible parce qu'il va certainement faire un carton avec Deadpool, mais il est très occupé ce monsieur. Donc faut voir. Mais je pense que là à l'instant T, sans la sortie de Deadpool pour l'instant, je pense que c'est les meilleurs noms à annoncer. Ah oui, clairement. Clairement, non mais c'est sûr. Écoutez, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur cette grosse news, parce que c'est vraiment sur cette news-là qu'on voulait insister cette semaine. Tu voulais ajouter un truc? Il y en a une deuxième petite aussi, qui est liée toujours à Kevin Feige et aux X-Men, justement parce que tout ça se met en place, et Kevin Feige a continué. Il est en fait en tournée actuellement de promotion pour Deadpool 3, et donc on lui pose beaucoup de questions. C'est le moment. Kevin Feige est le producteur qui ne répond jamais aux questions par excellence. C'est insupportable.
Mais bon, c'est son gimmick, C'est hein, et son c'est truc, drôle hein, c'est aussi. son Et à truc. chaque fois, les gens, moi, ça me saoulerait à sa place, hein, qu'on me pose 1000 questions sur la suite des événements Et c'est et que je surtout, sois voilà, toujours ça obligé ne de sert à mentir, rien quoi. en fait. Enfin, Moi, j'espère que voilà, non, je vais partir sur une blague, genre, voilà, je pense que c'est le meilleur menteur et au poker, il doit être incroyable, quoi. Mais ah oui, non, c'est clair, c'est clair. ce type a une poker face de ouf. Bref, il a continué à parler cette semaine et il s'est notamment épanché dans les colonnes de, je vais retrouver EO9, qui est un site internet américain, sur les X-Men, parce qu'on sait en fait maintenant que les X-Men vont débarquer prochainement dans le MCU. Il a donné quelques nouvelles en fait sur les X-Men et le film, qui n'a toujours pas de date de sortie, pas de Oui. réalisateur, pas de titre, mais il a expliqué qu'il y aura une grande variété de personnages à disposition. En fait, Marvel prévoit d'intégrer à la fois des personnages déjà vus dans les films Fox, donc à savoir Wolverine, là, qui est dans Deadpool 3, Charles Xavier, Magneto, etc., et de nouveaux personnages jamais apparus à l'écran, mais qui sont évidemment bien présents dans les comics. Et il précise aussi que le succès de la série X-Men 97, qui a été diffusée là sur Disney+, avec une suite très récemment, a montré l'intérêt des fans pour l'univers, et notamment pour les éléments soap-opéra, ce qui enthousiasmerait Marvel à l'idée d'introduire les X-Men dans le MCU. Voilà pour la petite news. Et le côté soap opéra, oui, pourquoi pas, quoi, mais en tout cas, on sent qu'ils vont faire de grandes choses avec les X-Men qui, j'en suis sûr, à 99,9%, seront en petite partie intégrés et C'est évident. annoncés dans Deadpool 3 C'est évident. cette semaine. Voilà. Très clairement, écoute, on attend de voir ça et surtout comment ils vont le faire, bien Exactement. entendu. Écoute, moi je te prends la parole avec pour parler des brèves de cette semaine, parce qu'il y en a un certain Yes. nombre, encore une fois. Alors cette semaine, Kevin Feige, justement, lui-même, qui a évoqué la possibilité que John Watts ne soit tout simplement remplacé pour le Spider-Man 4 de Tom Holland. Il dit probablement. Voilà, Oui. c'est pas encore acté, mais potentiellement. La série du MCU Nova a eu un petit update chez Marvel. C'est toujours en préparation. Pour l'instant, pas beaucoup plus d'informations à ce sujet, toujours du côté super-héros, mais cette fois de l'autre côté de la force, c'est The Boys. The Boys saison 5 et sa dernière saison a eu une petite nouvelle de la part de Karl Urban, donc le fameux Billy Butcher, qui Monsieur Charcutier. Monsieur Charcutier, qui nous annonce que ça devrait arriver en 2026, ce qui est plutôt logique. Yes. Du côté de Stranger Things, la saison 5 a eu le droit à un petit making-of de 2 minutes sur les chaînes officielles de Netflix, qui nous a simplement confirmé que ça arriverait bien en 2025. On s'en doutait, mais voilà donc la confirmation. Jamie Lee Curtis, malheureusement, ne fera pas partie de la saison 2 de One Piece sur Netflix. Elle criait un petit peu sur tous les toits qu'elle voulait vraiment jouer dans la suite et dans le rôle du docteur Kurea, mais ce ne sera pas le cas, visiblement. C'est quelqu'un À d'autre qui cause a d'un été casté. cause d'un problème d'emploi du temps, simplement. C'est bien dommage. La série Halo, qui était disponible sur Paramount+, un petit peu partout, a été annulée, malheureusement, après 2 saisons. Alors malheureusement, j'en sais rien, moi je l'ai pas regardé encore, mais visiblement, voilà, les chiffres d'audience n'ont pas été suffisants, et les chiffres d'abonnement non plus, pour permettre à la série adaptée du jeu vidéo du même nom de se poursuivre chez Paramount. Du côté d'une adaptation de jeu vidéo, à nouveau, c'est Fallout qui a été rincé de nominations de prix aux Emmy Awards, je crois, et qui a eu un tout petit update au sujet de sa saison 2, et à l'heure actuelle, c'est Jennifer Salke qui est donc chef des studios Amazon MGM, qui explique que pour l'instant, la saison 2 est en avance sur son programme. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle Carrément. pour la suite Très de bonne la série série qu'on vous qu'on avait conseille. bien aimé tous les deux d'ailleurs. Ouais. Voilà, un film 24 est en développement très peu avancé pour l'instant, en tout début de développement chez 20th Century Studios et produit par Brian Grazer, mais pour l'instant c'est encore tout neuf, tout nouveau. On vous donnera évidemment des updates si on en a et quand on en aura. La série Alien de chez FX s'appellera officiellement Alien Earth, donc Alien Terre, ce qui nous tend potentiellement à nous faire croire que ça ira du côté de notre bonne
petite planète bleue dans ce spin-off. Voilà. Ensuite, le boss de FX s'est exprimé au sujet de la suite de Shogun et qui devrait se tourner tout début 2025. Donc ça avance assez vite, hein, côté série Shogun. Ouais, ils y croient. Hein. Ouais, ils y croient à fond, complètement. L'intégrale de Lost, alors ça, je sais que ça fera plaisir à nos amis sur Discord puisqu'on en parle beaucoup et puis Adrien est très très fan et moi je suis arrêté dans mon rewatch mais voilà, je kiffe aussi. Comment dire? C'est juste la meilleure série du monde, mais ok. Voilà, et l'intégrale de C'est la aussi série simple que ça. Lost arrive en France le 15 août sur Netflix. À l'heure actuelle, c'est disponible sur Disney+, mais ça le sera bientôt chez Netflix. Voilà. On vous le dit maintenant puisque on sera en vacances, nous, quand ce sera l'heure de faire le radar des sorties pour vous prévenir. Donc on vous le dit maintenant. Et enfin, la série Tomb Raider devrait se tourner l'année prochaine. La série Tomb Raider en live action, d'Amazon Prime Video, puisqu'on sait qu'il y a une série Netflix animée qui arrive très prochainement en 2024. Donc voilà, la série live action, c'est pour potentiellement 2026, hein, si ça se tourne en 2025. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les brèves de la semaine. Pas mal et comme tout ça. vous avez vu, ça pullule en ce moment-là sur la planète pop culture. Et la semaine prochaine, ça va certainement être une grosse émission encore avec le récap de la Comic-Con. Il y a des chances que ce soit peut-être même dédié le gros sujet à ça, quoi. Il y a moyen. Comic-Con. Ouais. Je te propose de faire ton point box-office, Adrien, s'il te plaît. Bah, grand plaisir, mon cher. Et je commence par Twisters. On prend Twister des années 90, on rajoute un S. Ça fait Twisters. On met Glenn Powell en star. On met qui? On met Daisy Edgar Jones et let's go. Le film est un carton. Mais genre, on s'y attendait un peu, mais là, c'est un véritable carton. En France, il a fait 64 000 entrées, ce qui est pas mal. Mais alors, au box-office mondial, il a déjà fait 80 millions de dollars pour son ouverture aux États-Unis. C'est excellentissime. C'est quelques encablures en fait de ce qu'avait fait Oppenheimer l'année dernière. Donc, on est vraiment sur un énorme démarrage pour Twisters. On a hâte de voir jusqu'où le film va aller. Moi, je l'ai toujours pas vu. Je pense que toi non plus. Non, pas encore. Et tu n'avais même pas vu l'original, c'est ça, avec Bill Paxton et Helen Hunt. Je te conseille, regarde-le parce qu'apparemment, en plus, il y a un tout petit lien quand même entre les deux, mais c'est pas un gros lien, hein, mais c'est juste, ça peut être sympathique, tu vois. Et très bon film pour ceux qui n'ont jamais vu Twister, le premier, l'un des derniers grands sur Paramount+, mais que je n'ai pas. Mince. Je ne suis pas abonné, malheureusement. Eh ben, passe à la maison, mon vieux. On regarde ensemble. On fait ça. Une soirée popcorn. Non, Twister qui est l'un des derniers gros films catastrophes des années 90, mais vraiment un peu à l'ancienne, avant que les effets spéciaux vénères prennent le pouvoir, voilà, avec le jour d'après, etc., quoi. Donc ça, c'est pour Twisters, dont je reparlerai dans les prochaines semaines. On passe ensuite à Vice Versa 2, évidemment, qui est le gros carton d'animation de cette année, puisque au box-office mondial, il est déjà à 1,35 milliard de dollars avec 572 millions de dollars récoltés aux États-Unis. Et il est en voie de devenir le deuxième meilleur score de l'histoire pour un film d'animation, à savoir juste après La Reine des Neiges 2. En France, il est à 6 millions d'entrées au terme de son 4e week-end. Donc très belle perf aussi sur le territoire. C'est moi où cette année, au box-office français, on a pas mal de succès au-delà des 5-6 millions d'entrées. Ouais. Là, il y en a un autre dont je vais parler qui va dépasser les 5-6 aussi, je pense. Je spoil, c'est le Comte de Monte Cristo. J'y arrive en fait dès maintenant, puisqu'en fait, il est à 4 millions d'entrées au terme de son 4e week-end, avec, selon les experts, des perspectives de dépasser les 7 millions d'entrées. Donc c'est énormissime aussi. Donc ça, c'est un film français donc qui peut dépasser les 7 millions d'entrées. On a Artus aussi, évidemment, qui continue, mais ça, j'en parlerai juste après. Donc oui, tu as raison. Il y a beaucoup de films. En tout cas, les gens en France vont vachement au cinéma et on retrouvait goût, je pense, voilà, à la salle obscure finalement, à la grande toile, voilà, cette belle toile argentée, malgré le prix quand même qui est toujours très élevé, une économie qui est pas évidente non plus, donc tant mieux, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'était pas fait, quoi. Je poursuis avec Moi Moche et Méchant 4, qui en France est déjà à 1,1 million d'entrées au terme de son premier week-end, et il se positionne déjà comme le 5e meilleur démarrage de la franchise. Au box-office mondial, il est à 574 millions de dollars avec 259 millions de dollars sur le territoire américain, donc soit 45% des recettes totales. Donc, on est quasiment sur un kiff-kiff entre les États-Unis et le reste du monde. Et dans le monde entier, dans le reste du monde, c'est 314 millions de dollars. Donc,
franchement, très bon démarrage aussi pour le film d'Illumination, qui, je le rappelle, avait cartonné l'année dernière avec le film Super Mario Bros, qui d'ailleurs a débarqué sur Netflix. Pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, Nice. il est sur Netflix en France. Et je termine enfin avec un petit truc en plus, le film d'Artus qui continue sa perf, c'est assez incroyable. Il se maintient en fait, donc là il a dépassé les 9 millions d'entrées. Il se maintient en fait devant le Dîner de con qui lui avait fait 9,25 millions d'entrées. Et il est juste à 760, juste, mais voilà, mais vu les perfs qu'il fait, c'est quand même, c'est complètement jouable. Il est juste à 765 000 entrées de retard sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui lui avait fait 12,36 millions d'entrées. Je parle au même moment, hein. Là, au Oui, niveau oui, de d'accord. sa perf. Oui, oui. Donc là, à l'époque, il était à 9 et quelques aussi. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc il est complètement en bonne voie pour atteindre les 10 millions d'entrées là d'ici quelques semaines. Donc ça devrait le faire. Il dépassera sûrement pas, évidemment, Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu, qui avait fait 12,36 comme je l'ai dit, mais ça sera l'un des gros films du box-office français. Ouais, En parlant de gros films de box-office français, c'est Intouchable qui ressort. ah ouais. Intouchable qui ressort et qui pourrait justement engranger un tout petit peu plus d'argent et de évidemment D'entrée, hein, d'entrer en pour salle. continuer Voilà. à monter Exactement, ouais. Dans le dans la box-office. liste. Ça le met numéro combien à l'heure actuelle sur les meilleurs succès ever Alors je sais que je te mets sur le Un top, petit hein, truc en mais plus un petit truc en plus, et il doit euh, être dans un top sympa déjà. Je pense qu'il Parce est dans un top que... sympa, c'est Mais sûr. on en parlera peut-être la semaine prochaine, comme ça Je te le tu n'es dirai la pas... semaine prochaine, ouais, parce que là, voilà. le temps que je Je trouve, te mets pas sous sous le sous bus, les roues du camion. tchou-tchou. Non, mais je vais regarder ça tout à l'heure. Je le dirai peut-être pendant le gros sujet. Ouais, Mais, carrément. sinon, je le dirai la semaine prochaine. Let's go. Il y a pas de souci, ouais. Bah écoute, Ouais. merci beaucoup pour ce point box-office, Adrien, très complet. Et puis De ça fait rien. plaisir de voir tous ces succès en ce moment au box-office, c'est plutôt cool, quoi. Carrément, carrément, carrément. Nickel. Passons au gros sujet de la semaine. Alors, ce gros sujet de la semaine, comme le disait Adrien au tout début de l'enregistrement, il nous a été inspiré par une discussion de The Phoenix sur Instagram qui nous a donné l'idée de ce gros sujet de cette semaine. Donc, on le remercie bien entendu chaleureusement. Et donc, ce sujet, c'est quoi? C'est VF versus VO. Est-ce qu'on peut vraiment dire officiellement qu'il y a une version plus meilleure que l'autre, hein, tout simplement, sur laquelle on peut se décider que oui, on va toujours voir en VO ou toujours voir en VF. Et vous allez voir que me concernant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Mais Ah ouais? et ça va nous permettre de aussi d'élaguer pas mal de micro-sujets à l'intérieur de ces sujets-là. Moi, par exemple, j'ai un premier truc, c'est il y a des trucs que je ne peux regarder qu'en VF, par exemple. Alors quoi donc? Dis-moi tout. Alors, moi, typiquement, c'est les choses que j'ai regardées pendant mon enfance, que je regardais mathématiquement pas en VO puisque je ne parlais pas encore anglais et que je ne savais pas suffisamment lire vite pour lire des sous-titres. Donc, je regardais tous ces trucs en VF. Et donc, c'est les Disney, c'est les séries de la trilogie du samedi, c'est les séries que je regardais en rentrant chez moi le soir. C'est tous ces trucs-là. Donc, typiquement, moi, Stargate SG1, c'est en VF, Ah même ouais, en tu m'attends VF? rewatch. Même Ah en ouais, rewatch. Pour moi, d'accord. Richard Dean Anderson n'a pas de voix anglaise. Il a une bonne Il voix a en la plus en voix de VF. son doubleur en VF. Ouais, il a une bonne voix en plus. La VF était bien Mais oui, dans. Ouais. et tu vois, et alors ça va être un Ouais. peu pareil avec Friends, par exemple. Ah non, mais je sais. Bon, c'est plus compliqué là. Ah, Ouais. non, mais je sais, mais voilà, je vous le dis. Tu sais, c'est les T'as déjà unpopular regardé en opinions. VO ou pas? Non, j'ai jamais regardé en VO. Ben justement, je t'ai dit, il y a des trucs que je ne regarde pas. Attends, t'as jamais regardé Autrement qu'en Friends VF. en VO? Tu vois, Mais je même par mets un pavé dans curiosité? la mare ce Non, non, soir. non, non, mais bien sûr, c'est une bombe atomique, mais t'as jamais, juste par curiosité, entendu les voix Si, si. Ça m'a originales, fait quand même? trop bizarre, en fait. Ah, parce qu'elles sont mieux? Non, je sais pas. En fait, le truc, c'est que les vannes de Friends, Ah bah oui. elles sont au cordeau, quoi. Mais Alors, je elles sais sont bien. bien en français, hein, bien sûr, hein. Mais en fait, une fois que t'es passé en VO, tu fais, ah oui, d'accord, mais en fait, il les réécrivait sur le tournage. Bien Et sûr. donc, c'est des vannes qui sont géniales parce qu'elles sont vraiment faites pour être drôles en anglais et dans le truc. Je dis pas qu'elles sont mal traduites, je dis pas qu'elles sont mal jouées en français, etc. Parce que Emmanuel Curtil, qui fait Chandler, il est génial. Celui qui double Joey, c'est super. Le casting d'origine, parce qu'après, il a changé, il faut le Oui, oui, savoir, à il a partir changé, de. ouais. Rien que La pour saison ça, 8. rien que pour ça, je pourrais même pas regarder Friends en français parce que, à la saison 8, Rachel, bon, je spoil, hein, c'est Friends, hein, faut pas déconner. Rachel accouche
C'est la fin de saison. Le premier épisode de la saison suivante, elle a une voix différente. Et là, tu C'est fais, les ah hormones, bon, ça. c'est ça, ouais, c'est quand t'accouches, tu changes de voix, quoi. Mais donc, tu fais, bon, bizarre, quoi. Rien que pour ça, c'est chiant. Mais, je comprends complètement, par contre, sur le côté dessin animé. Moi, Mm. c'est vrai que j'ai grandi avec plein de dessins animés, Disney et d'autres. Évidemment, en français, ça passe super bien. Des films aussi, cultes, mais pour plusieurs raisons. D'une, parce que je les ai connus petits, mais aussi parce que le doublage était magique. Enfin, Retour vers le Taillard. futur, Die Hard. Il y a quoi d'autre? Il y en a plein des films comme ça, tu vois, même les films d'action de l'époque, Mm. un peu bas du front, mais en fait c'était drôle, c'était cool. Donc non, là-dessus, même Hot Shots, tu vois, je l'ai revu il y a pas longtemps, mais je le regarde en Mm. français avec Charlie Sheen, je le regarde pas du tout en VO. Enfin, tu vois, c'est des trucs, des comédies qui passent très bien. On parlait d'Emmanuel Curtil avec Chandler, tous les films avec Jim Carrey. Franchement, Mm. sans déconner, The Mask, Mhm. Food Irene, et vraiment la grande époque Dumb and Number avec Jim Carrey. Mhm. Putain, tout ça en français, mais c'est du stylé, c'est Bah, tu vois, incroyable. par exemple, on a revu à la télé récemment The Truman Show. Ouais, ouais. Et on l'a vu, on l'a regardé en VF parce qu'on a eu la Oui, flemme, tu sais, oui, oui. de Ouais. changer la langue. Et très franchement, ça tient de ouf, hein. Et, Ah ouais, ouais. euh, et en fait, si tu veux, à une époque, quand j'ai commencé un petit peu à toucher ma bille sur l'anglais et tout, parce que moi, il faut savoir que j'ai une formation en anglais, donc vous connaîtrez pas quelqu'un qui est plus proche de la VO mathématiquement que moi, parce que j'adore ça et j'ai toujours regardé mes trucs en VO plus tard. Mhm. Mais malgré tout, j'ai quand même cet attachement-là en fait à certains trucs. Et alors du coup, mathématiquement, vu que j'ai plus regardé que des trucs en VO après, ben, je l'ai plus sur certains autres trucs. Mais tout ce qui est lié à l'enfance, au début de l'adolescence, des trucs comme ça. Alors, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui jurent que par la VO de Dr House, mais pour moi, en fait, la VO de Dr House, elle n'existe pas. C'est la VF de Féodor Atkin, parce que Oui, c'est vrai que c'est lui. parce il est génialissime. Alors je sais bien qu'il est génialissime aussi en anglais, mais en fait je l'ai tellement vu en VF que pour moi c'est presque du domaine de l'étrange en fait de l'entendre en VO. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc pour toi, en fait, c'est parce que tu as connu la VF avant la VO. Si tu avais Oui, maté la complètement. VO avant, Ah tu bah c'est serais clair. pas du tout dans un truc de Ah tiens, bah il non. me faut absolument. Ok. Mais Ah t'as bah pas des oui fois c'est sûr. t'as pas ce truc de curiosité quand même des fois de dire allez, bon, j'ai connu cette série ou ce film quand j'étais Mm, petit en VF et mm. maintenant, bah, je connais mieux par exemple les acteurs, ce qu'ils ont fait Ouais, leur carrière, donc je connais bien ouais. leur voix en VO, etc. Non, t'as pas cette curiosité de te dire allez, je retente en. Ben, en fait, ça va dépendre l'attachement que j'ai aux matériaux de base, mais Mhm. souvent, la plupart du temps, les rewatch que je fais, c'est des rewatch en VO, quand je les avais vus à la base en VF. Ah oui, quand même. Ouais. Mais sauf pour ces trucs un petit peu spécifiques là, tu vois, bah, j'ai lancé un rewatch de Stargate, c'est en VF, j'ai lancé un rewatch de Doctor House, c'est en VF aussi, tu vois. Mhm. Donc, parce que j'ai un vrai attachement pour ces voix-là, et en fait, j'ai l'impression de pas revoir la même chose Ah ouais, ok. quand je les vois en VF. Mais sinon, effectivement, c'est full VO. Et Ça, je suis quand on d'accord. dit VO, c'est pas que version anglaise, hein, c'est VO, VO. Oui, bah, ça peut être un film coréen, ça peut être n'importe quoi. Exactement. C'est oui, Mm. bien sûr. Alors ça, c'est une autre question que je voulais te poser justement sur d'autres langues, parce que là, on parle de Mm. l'anglais parce que c'est souvent le cas et on Bah, sait bien que sûr. c'est l'anglais qui est prédominant dans le cinéma et dans les séries. Mais tu vois, je suis ultra d'accord avec toi quand tu dis que t'as pas l'impression de voir la même chose, Ah oui. notamment Friends, t'en parlais. Et moi, c'est ça. C'est-à-dire que si Non, mais je je mate comprends. Friends aujourd'hui, Bien parce que sûr. j'ai dû mater Friends une dizaine de fois, mais maintenant en Mm. VO. Et j'ai dû mater Friends une fois en entier sur France 2 à l'époque en VF. Et quand je remate Friends aujourd'hui, je tombe sur Énergie 12 ou n'importe quelle chaîne à la con qui diffuse Friends aujourd'hui en VF, je fais ah, c'est pas la même série. Enfin, c'est pas du Ah tout. bah non, Pour moi, ça me fait pas bien rire. En sûr. fait, ça me fait Bien pas sûr. rire. En fait, limite, Mm. tu vois, c'est oh, ok. Et Mm. c'est comme si c'était des potes qui doublaient Friends. Tu vois, je sais pas, ça me stresse un peu quoi. Mais c'est intéressant comme quoi le cerveau est bloqué des fois sur des trucs comme Ouais. ça quoi. Est-ce qu'il y a un Mais doublage québécois pour Friends? Alors, très probablement, il y oh a bah oui, souvent j'imagine. Ouais. des doublages québécois, hein, bien sûr. C'est comme j'étais tombé à l'époque, ouais, je téléchargeais illégalement, c'est pas bien, mais sur Comment? le Spider-Man de Sam Raimi, téléchargé illégalement en québécois, et c'est incroyable quand même. C'est incroyable Ça, c'est génial, ça. parce qu'il donne les noms des villes avec un accent ricain, mais par contre, il Mm. parle avec un accent québécois, quoi. Peter C'est genre, Parker. ouais, c'est ça, voilà. Ouais, Euh, ouais, bien Peter sûr. Parker, et on va aller à New York. Et là, je fais, ok. Ça m'a toujours fait mourir de rire, Mais tu vois, mais donc, ouais. je voulais revenir là-dessus parce que, en fait, il y a un truc sur lequel je pense qu'on ne peut pas parler de VF ou de VO sans parler de ça. Euh,
moi j'ai un immense respect pour les gens qui travaillent sur les VF, parce que en plus, c'est des trucs sur lesquels ça fait bien quand on est cinéphilos de cracher dessus à longueur de journée. Mm. J'ai un immense respect pour les gens qui adaptent des trucs, ces trucs-là à des publics français, que ce soit pour des sous-titres où bah, la plupart du temps t'as pas beaucoup de place pour faire passer le message qui est dit rapidement en anglais ou dans une autre langue. Et alors c'est encore pire quand tu dois gérer la synchro labiale et que tu fais de l'adaptation du coup pour du doublage pur. Évidemment sans parler des acteurs de doublage, parce que c'est des vrais acteurs qui bah, souvent donnent tout ce qu'ils ont pour avoir Bien sûr. des trucs J'ai qui un- sont très corrects. Et moi je trouve quand même qu'on a un vivier de talent dans le doublage en France Mm. qui serait dommage d'oublier et de laisser de côté tout simplement parce que ah oui mais la VO c'est la version Non, non, originale mais donc machin tu vois. j'ai un respect immense pour les comédiens de doublage. D'ailleurs, à une époque, je voulais vraiment, tu vois, en Mm. faire par juste curiosité déjà, quoi. Mais j'aurais Ouais. vraiment adoré en faire mon métier, même tu vois, à une époque, Bien ça sûr. m'aurait fait marrer. Et donc, là-dessus, je suis très VO, mais c'est vrai que le comédien de doublage ou la comédienne de doublage, je trouve ça assez incroyable ce qu'il peut ou ce qu'elle peut proposer, juste en plus des fois en ayant des bouts d'extraits, hein. C'est même Bien pas le sûr. film en entier, donc c'est assez incroyable. Mm. Euh, un comédien de doublage qui est très bon, c'est Donald Renew, qui double Peter Parker dans les Amazing Spider-Man et qui Mhm. ensuite en fait s'est approprié, et ça c'est cool, il s'est approprié le personnage en fait de Spider-Man, il a un peu Mm. fait son truc, il a un peu marketé aussi Mm. son doublage autour de ça, enfin sa personne autour de Mm. Spider-Man. En France, on n'a pas de Spider-Man en France, mais c'est lui qui se rapproche le plus de ça. Mm. Et il fait partie maintenant, en fait, de l'univers Spider-Man avec les jeux vidéo. Et c'est vrai que quand tu joues à Spider-Man sur PS5 1 et 2, et que tu as la voix de Donald Renew, qui était aussi la voix VF de Andrew Garfield dans les films, et ben, ça rajoute quelque chose. Et tu dis, Ah OK, oui. ben, j'ai un peu l'impression d'avoir une continuité, un truc Ouais. logique, etc. Quoi. Même si le doubleur en VO est très bien. Mais, Mm. donc oui, des fois, en fait, il y a un truc, ça peut soit se rapporter à l'enfance, soit un truc qu'on a apprécié avant, soit voilà, des petits Mm. trucs par-ci par-là. Mais j'ai quand même beaucoup de difficultés aujourd'hui quand je sais qu'une œuvre a été faite en anglais, a été faite Bien en sûr. espagnol, a été faite, tu vois, en coréen, de me dire, bah, j'ai absolument envie de découvrir l'œuvre d'origine, en fait, Mm. dans sa totalité. Ok, je vais pas comprendre le chinois, ok, je vais pas Mm. comprendre l'italien, mais je vais être plongé dans un univers. Moi, j'ai aucun mal avec les sous-titres. Alors, c'est peut-être une chance, hein. Je pense que, ouais, il y en Mm. a certains qui ont du mal, peut-être, à suivre un film ou une Mm. série. Bah, quand c'est pas la Voilà. culture en plus du pays dans lequel tu vis, je sais qu'aux États-Unis par exemple, Ah bah oui. ils ne savent pas lire les sous-titres parce qu'il y en a jamais chez eux forcément. Ouais. Et donc forcément, ça leur fait toujours bizarre. Et encore Euh, moins de doublage, ils ont encore moins de bah doublage. oui, oui. Non, mais du Ouais, coup, nous, ouais. c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette double culture-là. Donc, non seulement on a beaucoup de VO, alors pas toujours quand on est en province, mais en plus on a des sous-titres qui sont souvent bien faits, et en plus on Mhm. a du doublage. Donc franchement, on a l'embarras du choix, quoi. Oui, 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 complètement. Complètement. Mm. Et en plus, il y a un truc qui est intéressant avec le comédien de doublage, c'est qu'il va suivre un personnage, pas un personnage, un acteur Un plutôt, acteur, ouais. dans ses personnages. On parlait de Jim Carrey, mais là, on illustre aussi ce sujet avec Dorothée Pousseau. Mhm. Dorothée Pousseau qui double Margot Robbie. Et en fait, elle va doubler Margot Robbie dans le Loup de Wall Street, mais elle va aussi doubler Margot Robbie en Harley Quinn dans les Mhm. films Suicide Squad, etc. Donc en fait, on va la trouver dans deux registres très différents, trois, quatre registres très différents. Et c'est intéressant de voir comment cette comédienne de doublage, mais je prends elle comme exemple, mais il y en a plein, Mhm. comment cette comédienne va changer peut-être le ton de sa voix, va Mhm. s'adapter en fait au ton du film, etc. Et c'est là où tu vois les bons comédiens de doublage. Patrick Poivet en était un évidemment parce que Mhm. c'était la voix de Bruce Willis. Emmanuel Curtil en est un aussi. Et des fois, c'est là où tu sens qu'ils ont fait plus de boulot que d'habitude Mhm. sur certains personnages parce que ils ont Oui. envie de s'investir peut-être autant que l'acteur ou l'actrice Mhm. de base. Quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est fou, c'est que parfois, en fait, la plupart du temps, ils ont pas du tout les indications de l'interprète original. Ils font juste ça Non. par rapport à ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent, parce que parfois, ils ont même pas l'extrait. C'est non non c'est moi je trouve ça impressionnant et on va le rappeler parce que c'est un peu dans l'air du temps quand même. Ce sont des métiers qui sont en difficulté Oui. potentielle du fait de l'avènement des IA et donc récemment ils ont tous lancé une
Pétition. Une pétition pour justement faire entendre leur voix et dire que bah, leur voix, elle leur appartient et que elles sont pas faites pour être ingérées dans des IA, quoi. Donc même si c'est Hmm. rigolo parfois de faire dire des trucs à des gens, tu vois, faut faire attention à ce que ça ne reste éventuellement qu'une blague et Et surtout pas accepter que ça devienne la norme, si tu veux, que alors sur les grosses productions peut-être pas, mais sur des trucs un petit peu plus mineurs, il y ait des choses qui soient pour les, juste traduites déjà par l'IA et deux doublées par l'IA. Et pour ce les serait enfants, horrible. notamment les cartoons ou les émissions pour enfants, souvent, voilà, ça passe sous le radar parce qu'en fait, bah, les parents s'en fichent, les enfants, ils captent pas forcément que c'est de l'IA, et donc ça commence comme ça. Et c'est vrai il y a eu des extraits, notamment de My Little Pony, qui ont été doublés par IA. C'est pas pour rien que ça s'appelle comédien de doublage et qu'ils veulent vraiment à chaque fois qu'on précise comédien de doublage et non pas doubleur ou Exactement. doubleuse, parce que c'est de la comédie, c'est du jeu, c'est de l'acting en fait. Et eux, ils adaptent. C'est aussi de l'adaptation. Donc en fait, tu peux pas juste plaquer voilà, un algo, une IA qui Hmm. va transformer la perf d'origine. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout, quoi. Hmm. Mais c'est pour ça que j'ai encore une fois un respect immense pour moi, c'est aussi fort que du théâtre ou du cinéma. Bien sûr. C'est assez ouf. Hmm. Et on peut être surpris aussi. Alors, c'est là où c'est intéressant parfois de voir jusqu'où le doublage peut être bon ou peut merder. Hmm. C'est ce qu'on appelle les star talent, Ah ouais. où voilà, les dessins animés souvent utilisent des voix d'acteurs ou Mhm. d'actrices connus pour leur film. Le problème, c'est que bah, les trois quarts du temps, ça fonctionne pas trop bien parce que c'est pas des acteurs ou des actrices forcément faits pour le Mhm. doublage d'animation. On a des très bons exemples avec Alain Chabat, avec Mhm. comment Franck Dubosc, qui était super Mhm. en marin dans le monde de Nemo, Mhm. etc. Donc, c'est des gens qui savent, Mhm. même s'ils sont acteurs autrement, et ils sont même humoristes, hein, pour Dubosc, Oui. même s'il est acteur aussi maintenant. Mais voilà, savent faire. Mais pour d'autres, bah, ça se casse la gueule, quoi. Malik Bentala, par exemple, qui fait Monstre Université, ça Hmm. rend pas bien. Jamel Debbouze, ça rend pas bien. Quand tu Ouais. amènes même des youtubeurs à Alors faire des voilà, films et tout, c'est ce que bah, j'allais tu fais, dire. bon, bah là, c'est le stade après, et ça fonctionne pas non plus, quoi. Donc Hmm. là, l'AVF, je trouve qu'elle en prend un coup et que limite, bah, c'est peut-être pas plus mal de regarder en VO, quoi. Mais Oui, non, je suis super d'accord. C'est un truc évidemment qui est un des grands sujets hein, dans le domaine du doublage. Forcément, quand tu remplaces potentiellement un comédien de doublage, connu ou pas, peu importe, mais très talentueux par quelqu'un qui a un grand nom, et alors pour là, tu as parlé de youtubeur, mais ça peut mhm. aussi être des footballeurs, etc. hein, donc ça s'est vu. C'est un truc qu'on voit de moins en moins, j'ai l'impression en ce moment, parce que bon, l'impression qu'on commence à avoir fait passer le message, Oui, mais ça n'empêche pas évidemment d'avoir des comédiens qui sont comédiens, on va dire audiovisuels basiquement, on va dire, qui en font quand même, mais au-delà de ça, oui, effectivement, forcément, tu te dis, bah ouais, mais moi, c'est mon métier, tu vois. bah, Et en fait, c'est ça, c'est qu'on te vole bah un ouais. peu ton métier, et même au-delà de ça, pourquoi pas inviter, tu vois, un guest ou deux, Mm, mm, ce qui se fait hein, de temps en bien temps, sûr, quoi. bien sûr. Mais c'est un peu triste de se dire que bah, la VF est gâchée par des gens Mm. qui, en fait, sont là pour faire leur pub, hein, on va pas se mentir, hein, c'est de la promo aussi Mais pour leur oui, métier extérieur, quoi. Mais pour faire la pub du film aussi, parce que c'est un gros, c'est une c'est bien sûr. personnalité connue. Enfin bref, Ouais, ouais, ouais. c'est comme tu dis, hein, Ça marche comme ça, exactement. mais donc voilà, ça c'est un aspect aussi du doublage qui est un peu chiant. Ouais. Euh, et je veux pas faire le vieux con, et je pense que le doublage est très très bien aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui je m'y connais moins, mais Mm, c'est vrai que les VF d'époque des années 80, 90, début 2000, c'était quelque chose, quoi. mm, Est-ce que c'est parce qu'on a grandi avec? je pense. Peut-être, ça aide. Qu'aujourd'hui, alors il y a un truc qui revient souvent aussi. Hein, moi, je regarde énormément d'interviews je sais pas pourquoi, c'est vraiment une passion hein, justement de comédiens de doublage qui disent qu'ils ont moins de temps. Et il y a aussi beaucoup plus de prod. Donc forcément, c'est plus compliqué pour eux. À une époque, ils Bien sûr. disaient, on enregistrait ensemble. On Ah oui. était parfois dans la même pièce. Donc forcément, bah, les échanges, ils sont quand même plus Ah bah, faciles ça quand change tu... tout. Voilà. Aujourd'hui, ils sont tous séparés dans des box, etc. Quoi. On a aussi le côté, ils voient pas tout le film, donc ils ont moins de temps. À une époque, ils avaient le temps parfois de voir le film, ils avaient le temps de s'imprégner du personnage, etc. Il y a des anecdotes qui sont très drôles, c'est par exemple des Scorsese, des Spielberg, qui valident des voix Mm. étrangères pour justement les doubleurs de leurs films américains. Ça, c'est Mm. pareil. Ah Ça oui. se fait
ça se fait de moins en moins, tu vois, ce genre de truc, quoi. Donc, quand tu es adoubé par un Scorsese ou un Spielberg, forcément, il y a déjà un peu plus de légitimité et tu comprends mieux bien pourquoi sûr. la voix elle fonctionne, tu vois. Bref, je pourrais parler 1000 ans du sujet, quoi, mais Mm. et ça répond pas à la question VF ou VO, mais je sais Non, mais pas. en fait, si vous voulez, le truc, en fait, c'est que je pense que cette grande thématique-là, c'est difficile pour nous de... Enfin, je pense que vous avez compris tous les deux qu'on était très VO. Mhm. Donc, d'une manière générale, en fait, on voulait pas enfin, élaguer le sujet en disant bah oui, non, mais c'est VO, tu vois. Parce que je sais qu'à une Ah oui, non. époque, Ouais. quand j'étais un petit peu dans ma phase, ah oui, mais je suis cinéphile, machin, moi c'est que en VO et la VF n'existe pas, nanana, et je sais qu'il y en a certains qui sont toujours dans cette phase-là. C'est. Non, je suis plus du tout dans ce truc-là, en fait. Je me rends compte qu'il y a une richesse dans tous ces trucs-là, et que c'est très bien d'avoir tout ça, et je serais très déçu si on n'avait pas accès à toutes ces formes de consommation-là. Ne serait-ce que pour les enfants, tu vois. Je sais très bien que moi, mon gosse, quand pour la première fois, je lui ferai voir quelque chose qui me tient à cœur, évidemment que je vais lui mettre en VF, tu vois. Ah oui. Parce que ça a aucun sens d'attendre qu'il ait, je sais pas moi, 14 ans ou 15 ans, qu'il comprenne l'anglais ou qu'il sache lire suffisamment vite des sous-titres. Donc, en fait, mathématiquement, t'es obligé d'aller sur la VF à un moment donné pour pouvoir profiter de ce genre de choses-là. Mais ça n'invalide pas du tout, évidemment, le côté original de l'œuvre, d'aller dans la façon dont ça a été créé, etc., etc. Voilà, donc bon, C'est je comme dans la pense que littérature, qui est beaucoup plus compliqué, mais je veux dire, oui. si tu as aimé un livre quand tu étais enfant, Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux, Mm. pour parler voilà, pop culture, Mhm. forcément, tu vas le lire en français quand tu es enfant. Mais puis Bien sûr, peut-être qu'à 20, 30 ans, tu vas commencer à savoir lire l'anglais, tu vas faire ah, attends, c'est quand même dans bien le sûr. texte, c'est un peu différent, Et tu c'est redécouvres. pas exactement comme ça. Et tu le redécouvres, tu vois, voilà. Ouais, ça Donc, c'est mais super. je pense qu'il faut être un peu plus adulte pour tout ça. Et il y a aussi des petites surprises. Là, il y a, je crois, 2 jours, je l'avais vu en anglais une fois, mais j'avais pas aimé parce que un peu comme toi, tu vois, je voulais garder ce truc français. C'est Retour vers le futur. J'ai Mm. découvert ce que disait, c'est ultra random, hein, ce que je veux dire, hein, ultra niche. J'ai découvert ce que disait Marty en VO dans le 3 quand il s'entraîne au tir et que il apprend il gagne son Colt Mhm. pendant la fête du village. Et dans la version française, le mec lui demande mais comment t'as fait pour apprendre à tirer aussi bien. Et Marty répond à Disneyland. Moi, ce qui m'a toujours fait mourir de rire quand j'étais gamin, quoi. Et en VO, en fait, il dit au 7-Eleven. Euh, et là, et en fait, ça passerait jamais. En Ah français, bah non. personne ne connaît le 7-Eleven. Même aujourd'hui, un Et même 7-Eleven, si donc tu l'adaptes et tu te dis au Franprix, enfin bah, ça n'existe plus, mais bah, au Carrefour City du coin, tu vois, ça ne parce qu'il n'y fonctionne avait pas de pas. salle d'arcade. Il y avait pas de Bah salle... non. Par contre, l'adaptation très intelligente, ouais, juste le 7-Eleven, qu'est-ce que c'est? Le 7-Eleven, c'est une supérette américaine qui a été développée. Il y en a beaucoup au Japon aussi. Voilà, Mm. c'est un grand truc des influenceurs japonais d'aller là-bas. Mais bref, c'est une supérette. Et là-bas, ils avaient sûrement des bornes d'arcade dans les années 80. Nous, on n'avait pas de bornes d'arcade. On avait des salles d'arcade, mais on avait, voilà. Ils auraient pu dire dans une salle d'arcade. Mhm. Voilà. Non, on Mais avait. ils ont dit Disneyland. Tout ça pour dire, et c'est là où Mm. je veux en venir, c'est que c'est l'adaptation qui compte C'est énormément hyper important. dans la VF. Parce que si tu peux avoir un très bon comédien de doublage, Mm. mais si c'est un peu littéral et si c'est un peu trop, tu vois, plan-plan finalement, quoi, ça n'a pas trop d'intérêt. Mm. Si c'est très bien adapté, si c'est très bien, comme dans un jeu vidéo, localisé, c'est pour moi là où la VF, elle gagne en intérêt et elle peut parfois dépasser la VO. Mm. Vraiment, pour moi, c'est ça le Ah truc oui, mais principal. clairement. Mais c'est pour ça que le métier de traducteur et d'adaptateur est si important. Et que Exactement. ça ne peut pas Et que ça se perd. Mais bah, ça se perd, mais c'est surtout que ça ne peut pas vraiment se faire remplacer par une machine. Donc voilà, en ce moment là, je ne vois que des traductions par IA, même chez certains gros sites web de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont juste traduits par des IA et tu vois que ça n'a aucun sens. Tu vois. bah oui. Bon, c'est voilà. Donc est-ce que on met un terme définitif à ce débat? Définitif peut-être pas, mais en tout cas, voilà, ce soir, voilà, pour l'émission, on met un terme. Je pense qu'on a bien défriché et on en a Ouais, bien parlé. Mais hésitez pas à dire vous, si vous préférez la VO, si vous préférez la VF, si vous êtes un peu entre les deux, ce que vous pensez de ce qu'on a dit aussi. bien Est-ce que sûr. voilà, vous êtes d'accord ou pas? C'est intéressant. Parce que c'est un débat. Évidemment qu'il n'y a pas de réponse, hein, c'est absolu, parce que comme on l'a dit, C'est des il y réponses a qui sont personnelles de toute façon. et tant mieux, et voilà. Et est-ce que Exactement. vous voulez que ça continue la VF? Est-ce que pour vous ça a un intérêt? Etc., etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous dire ça en commentaire. Nous, ça nous intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez et on regardera ça avec grand plaisir.
Exactement. Écoute, je te propose de passer au radar des sorties, avec évidemment Oui. une sortie d'importance cette semaine en salle. Le 26 juillet, enfin, c'est Deadpool and Wolverine qui arrive. C'est un film de Sean Levi avec Hugh Jackman et Ryan Reynolds. Le pitch, c'est après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie, jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques lui propose une mission digne de lui, à condition de voir son monde et tous ceux qu'il aime être anéantis. Refusant catégoriquement, Wade endosse le nouveau costume de Deadpool et tente de convaincre Wolverine de l'aider à sauver son univers. Oh là là. Là Oh là. là là. Ouh là Ma là. wife. King in the castle. King in the castle. Ça va être Voilà. bien. Je pense que Donc, j'espère que ça va être très bien. bien. Ouais. Je vous ai dit que ça Ça va être sortait le 26, c'est le 24. Ouais, c'est 26 aux États-Unis. Voilà. Exactement. Alors, je voulais vous faire un petit rappel, puisque la semaine dernière, je l'ai pas mentionné parce que j'avais pas le planning de Prime, mais est sortie la semaine dernière, le 19 juillet sur Prime, une série qui s'appelle Those About to Die, qui est adaptée du livre de Daniel P. Mannix, avec Anthony Hopkins et Ewan Ryan, que vous connaissez parce que c'est Ramsay Snow dans Game of Thrones, et c'est une série sur la Rome antique, le Colisée, les gladiateurs, etc. Donc, je vous fais le pitch. Les courses du Circus Maximus sont contrôlées par 4 corporations appartenant à des patriciens, les goûts de la population en matière de divertissement devenant de plus en plus blasés et assoiffés de sang, un stade spécialement conçu pour les combats de gladiateurs s'impose, le Colisée. L'ampleur du stade, des combats de gladiateurs et d'animaux est énorme, tout comme le monde souterrain et ses paris florissants. Sous terre, sous les gradins, des milliers de personnes travaillent et vivent, parmi lesquelles des milliers de personnes qui mourront pour les jeux. Alors on a eu un petit, une petite review sur notre Discord de la part de Franck, qui disait que Real était moyenne, mais qu'on s'y prenait un petit peu. Donc voilà, je voulais vous le mentionner. Franck nous disait qu'il a bien aimé. Voilà. Donc, mais est-ce qu'il y a un Colisée piscine comme dans Gladiator 2? Voilà, ça c'est la grande question, évidemment. Moi, je veux un Colisée piscine. Si vous en avez marre d'attendre Gladiator 2, peut-être que vous pouvez regarder Those About to Die. Allez. Voilà, et effectivement, ça vaut certainement pas Rome, mais bon, Rome, c'est quoi, c'est 2002 maintenant? Je sais plus quand est-ce que c'est sorti. Ouais, Rome, c'est vieux maintenant. Ouais. C'est vieux, mais c'est si bien. Je voulais en VF ou en VO, Rome? VO. Je voulais vous mentionner la disponibilité sur Prime également le 24 juillet du ministère de la Sale Guerre, ou The Ministry of Ungentlemanly Affairs. T'as vu c'est chiant. Hein. Ouais, de chiant. Guy Ritchie avec Henry Cavill. Le principe, c'est qu'on va suivre une unité de combat ultra secrète composée d'une équipe hétéroclite de voyous et de francs-tireurs entreprend une mission audacieuse contre les nazis en utilisant des techniques de combat tout à fait non conventionnelles. On m'a dit que c'était cool, hein. Écoutez, si vous voulez voir du Henry Cavill, pourquoi pas. Ouais, un peu décomplexé, un peu cool, un peu sans prise de tête, donc ouais. Why not, hein. Le 25 juillet, sur Netflix, je vous propose le Decameron. C'est une série qui est située à Florence en 1348. Alors que la peste noire frappe fort, la série suivra une poignée de nobles qui sont invités à se retirer avec leurs serviteurs dans une grande villa de la campagne italienne et à attendre la fin de la peste avec des vacances somptueuses. Mais alors que les règles sociales s'amenuisent, ce qui commence comme une aventure sexuelle imbibée de vin dans les collines de la Toscane va se transformer en lutte pour la survie. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je voulais vous mentionner. Je connais pas du tout. Ça a l'air bien. Il y a une des meufs de Sex Education dedans. Ouais, je vois. Et il y a Tony Hall aussi, Tony Hale plutôt, de Arrested Development. Donc c'est une bonne question. Et j'aime bien le pitch. En fait, c'est genre le Covid de l'époque. C'est tout à fait ça. Version. Ok, c'est rigolo quoi. Exactement. C'est rigolo. Tu sais, c'est les soirées de Pierre-Antoine Chalençon là. Napoléonienne. Ouais. Putain, c'est non, ouf. Okay. C'était pas chez moi. non. Voilà, donc ça sort le 25 juillet. Je suis curieux, ça peut être sympa, ça peut être rigolo. C'est une série en 8 épisodes, ça sort le 25 juillet sur Netflix. Le 25 juillet sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Les Escrocs de Tokyo qui arrive, qui est le pitch, c'est après avoir eu vent d'une propriété estimée à 10 milliards de yens, un groupe d'escrocs spécialisés dans l'immobilier se montre prêt à tout pour réussir son plus gros coup. Donc si vous aimez le genre de truc braquage, etc., voilà, c'est à la sauce japonaise, pourquoi pas. Et sauce espagnole, je vous propose évidemment Elite saison 8, qui arrive sur Netflix le 26 juillet. Voilà pour le radar des sorties.
Ok, pas mal. Bah non, il y a des bonnes sorties là, je suis curieux. Et notamment Ouais, il y la a plein de dernière, petits enfin trucs. l'avant-dernière, là, le Ouais, Décaméron, là, je suis pourquoi curieux. pas. Et Mystère Pourquoi de la pas. Salgueur aussi. Très bon Exactement. nom, tu vois, très bonne adaptation de nom. Ouais, Du coup, c'est, ça se prononce mieux qu'en anglais, je vous le confirme. oh la vache, ouais. Je vous propose du coup qu'on parle un petit peu de Reco et Adrien, tu veux nous faire ton avis en fait sur The Ouais. Boys saison 4. Ouais, The Boys saison 4 qui s'est terminée la semaine dernière avec un épisode 8 dans mes souvenirs. Ouais, Voilà. Bah, saison qui est pas si bien Morph. que ça, qui est un peu mouif, tu vois, voilà, Mm. qui est pas mauvaise, hein, mais qui est pas excellente. Saison de transition, tu le sens. Voilà, ils ont mis les barreaux de l'échelle au fur et à mesure, tu vois. Tu sens que voilà, on arrive, on était à l'avant-dernier dans cette saison et qu'il en reste un après à placer. Ça va être la Mm. saison 5 qui s'annonce très très bien, mais pour une saison 5 qui s'annonce très très bien, il a fallu se manger une saison 4 qui est OK. Je vais pas spoiler ici pour ceux qui n'ont pas vu Non, s'il la te plaît. saison 4, mais The Boys, par contre, je vais résumer ce qu'est The Boys, quand même, la série. Donc, c'est une série déjà diffusée sur Amazon Prime maintenant depuis 2019, si je me trompe pas, qui met en scène, en fait, un monde dans lequel il y a des super-héros. Mm. Imaginez Superman, Batman, voilà, tous les super-héros que vous connaissez, mais qui sont complètement flingués de la tête et qui, en fait, en coulisses, bossent pour une grande corporation, ne pensent qu'au fric, ne pensent qu'à tuer, ne pense qu'à faire crac crac, on va rester poli, et en gros à dominer le monde quoi. Donc finalement trop de pouvoir n'implique pas de grandes responsabilités et ils sont un peu complètement fous. À l'intérieur de cette série, on retrouve un super-héros qui est l'équivalent de Superman mixé à Captain America, c'est Homelander. Mm. Le protecteur en français. Oui. On parlait VF tout à l'heure. Mm. Homelander qui est joué par Anthony Starr, qui est un Mm. excellent acteur. Je pense que ce rôle lui collera à la peau toute sa vie. Et il aura du mal à s'en détacher parce qu'il est parfait dans le costume de Homelander. Homelander qui est un Superman juste fou en fait et qui pense à son propre agenda et à avancer dans la vie politique notamment, voilà, pour devenir finalement peut-être le plus grand super-héros de tous les temps et un mec qui contrôle le monde quoi, techniquement, Tout parce à qu'il fait, est ouais. intuable. C'est comme si Superman faisait le mal en fait, clairement quoi, Ouais. mais se cachait pour le faire. Mm. Pour contrer tout ça, évidemment, il faut des héros un peu simples, simples dans le sens où ils n'ont pas de super pouvoir. Ouais. Ils s'appellent les Boys, donc c'est pour ça que la série s'appelle The Boys, et on retrouve dans ce groupe de super-héros Billy Butcher, qui est en fait un ancien, je sais plus, un peu un mec de l'ancien de l'armée ou la CIA, je sais plus Ouais, trop, un enfin truc dans le voilà, genre. Ouais. et d'autres, je vais pas rentrer dans les détails. Bref, Monsieur Charcutier. Monsieur Charcutier, parce que dans son groupe, il y a un mec qui s'appelle Frenchy, qui n'est pas du tout joué par un Français, mais il est Non, censé être français. Voilà, on il a un l'embrasse. accent français à couper au couteau. Et donc, ce groupe, en fait, sans super pouvoir, va affronter les gens avec des super pouvoirs. C'est une série qui était très très bien sur les 3 premières saisons, et là, qui se Mhm. casse un peu la gueule avec la 4e. Pourquoi? D'une, parce que c'est une saison de transition, ça se sent. Ça manque d'enjeux. Ou quand il y a des enjeux, en fait, des fois, tu les comprends plus trop, notamment Mhm. avec le personnage d'une politicienne qui s'appelle Victoria Newman, qui en fait tire en longueur, tu sais pas trop où ça va et ça va pas très loin, donc c'est un peu dommage. Parfois c'est un peu du gore pour sortir du gore, ça reste toujours drôle et plaisant, mais quand c'est pas amené, tu vois, dans la Ouais, narration plus que ça, c'est c'est too un peu much. chiant. C'est too much. Il y a des nouveaux persos plutôt sympas. Il y a une super héroïne qui s'appelle Sage, qui est en fait la personne la plus intelligente du monde. Donc c'est quand même un personnage très cool sur le papier. Ils en font quelque chose de sympa, mais c'est pas non plus à tomber. Un autre personnage qui est du côté des super-héros, mais qui n'a pas de pouvoir techniquement, elle s'appelle Firecracker. Et en fait, c'est un personnage qui est une Trumpiste accomplie. C'est pas Ah, dit un Trumpiste, hein, mais en fait la série maintenant est devenue ça aussi. oui, Ce mais qui oui. lui fait défaut, je pense aussi, parce qu'elle je pense, se focalise malheureusement ou heureusement peut-être un peu trop sur la critique de la politique américaine Mhm. aujourd'hui, ce qui est très cool. Hein. Il y a des références à la politique américaine C'était et au complètement la prémisse de cette saison 4, de ce que j'ai compris. c'est vraiment ça parce que ça tourne autour de la politique, d'une Mhm. élection et tout ça, donc c'est intéressant. D'ailleurs, il y avait même un disclaimer à la fin, avant le dernier épisode, parce que ça se rapprochait énormément de ce qui s'était passé avec la tentative d'assassinat Ah de bah, bien Trump. sûr. Comme quoi ils sont proches quand même de ce qui se passe. Et donc ouais non, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire que voilà, ce personnage de Firecracker est rigolo parce qu'en Mhm. fait c'est vraiment la caricature de la Trumpiste qui a son podcast alt-right, qui Bien va sûr. justement être totalement dans le truc de il faut construire un mur, etc. Enfin voilà, les super héros c'est génial et tout.
évidemment, elle bosse avec Homelander. Et t'as des idées géniales de mise en scène et des fois des trucs un peu choquants avec elle. Et tu fais, ok, c'est ouf. Donc, très, très bien là-dessus. Mais je pense que la série se perd, en fait, dans sa critique. C'est dommage parce qu'en fait c'est génial de faire ça parce que c'est le moment ou jamais de le faire et c'est la seule série je trouve qu'il fait justement de poser un petit peu les bases en disant bah regardez ce qu'on vit actuellement c'est quand même totalement dégénéré et même la fiction se rapproche parfois un peu trop de la réalité quoi et la réalité dépasse parfois même la fiction donc là-dessus, elle est intéressante, mais je pense qu'elle se perd dans sa propre narration. On rappelle que c'est adapté d'un comics, The Boys. Très librement, a priori, de ce que j'ai compris. Assez librement, d'ailleurs, je les ai jamais lus. Bon, j'ai attendu 4 saisons, il faudra que j'attende la fin de la série pour lire l'intégralité des comics, mais ça tire quand même beaucoup de scènes des comics. Donc voilà, quoi dire de plus sans spoiler, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, ça se regarde pas sans déplaisir, hein. Ça se regarde plutôt sans déplaisir, évidemment, c'est très bien, c'est très quali, c'est très bien joué, c'est plutôt rigolo, et la réal est cool, mais la saison 4 est une petite déception, on va pas se mentir. Donc j'espère vraiment que la saison 5 relèvera le niveau, parce qu'elle a tout. Elle a vraiment, il y a toutes les cartes en main pour faire une grosse saison et une grande fin de série. Et en plus, ça débarquera juste après techniquement l'élection. Bah, c'est même sûr et certain, c'est techniquement la prochaine élection américaine. Donc ils auront eu le temps ils ont eu le temps d'accumuler des petites idées croustillantes avec ça, quoi. Voilà. Ok, merci pour ce retour. Alors, je lisais un petit peu les chats différents là pendant que tu parlais. Il y a pas mal de gens qui sont assez d'accord avec toi sur le fait que ça fait du surplace sur l'intrigue principale. Les personnages secondaires ont plus grand chose à raconter. Donc, les gens sont plutôt d'accord avec ce que tu dis. Oui, bah, je pense que quand tu es un peu déçu de la saison, c'est normal. Précisons, je leur dis que la série est diffusée sur Prime Video et que c'est l'une des plus grosses séries de Prime Video, hein, techniquement. Très clairement. Si ce n'est la plus. Ouais. Voilà. Oui, c'est clair. Écoutez, moi, pour enjailler vos apéros de l'été, je vous propose un jeu de société d'ambiance. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de jeux de société dans les recos, mais écoutez, je l'ai découvert là ce week-end puisque je suis censé être en vacances avec ma famille et on a commencé un petit peu à jouer à ça. C'est un jeu qui s'appelle Hitster, Hitster, et c'est un jeu en fait qui mêle un petit peu blind test et timeline chronologie. Donc le concept en fait c'est que vous pouvez jouer par équipe. Et toi tu es le public, c'est vraiment droit pour soi, quoi. C'est en gros le concept, c'est que vous pouvez jouer seul ou en équipe, à plusieurs enfin chacun pour soi ou en équipe. Et en gros le concept c'est que vous allez tous commencer avec une carte. Et sur cette carte en fait il y aura noté le titre d'une chanson, la date de sortie et l'artiste. Ok, donc ça va être le début de votre timeline. L'objectif, c'est de récupérer 10 cartes de ces morceaux que vous allez devoir découvrir et ensuite placer sur votre timeline. L'objectif, c'est pas tant de découvrir le titre et le morceau, mais surtout d'établir la chronologie. Qu'en gros, si tu places mal le titre qui t'est proposé d'écouter, et ben en fait tu perds la carte. Enfin, du moins tu la gagnes pas. Et par contre, évidemment, si t'es très fort en blind test et pour reconnaître l'artiste et le titre, tu vas avoir un bonus, c'est-à-dire tu vas choper des jetons. Les jetons qui, quand t'en as 3, vont te permettre d'acheter une carte sans même avoir à dire quoi que ce soit. Quand tu peux aussi dépenser un jeton pour passer à une autre carte, genre la chanson te dit rien du tout, tu la passes, tu la zappes. Et tu peux aussi utiliser, et ça c'est très fort, si jamais l'équipe adverse par exemple, selon toi place mal une de ces cartes dans sa timeline à elle, tu peux dire j'utilise ce jeton pour faire un hitster et je place ce jeton dans la timeline adverse à l'endroit où je pense que se trouve cette chanson, et si tu as raison, tu prends la carte. D'accord. Et ça, c'est très très chouette. Parce que, alors, il y a plein de... je crois qu'il y a au moins 3... il y a au moins 3 extensions. Mais sur le jeu de base, tu vas avoir évidemment des chansons françaises, de variétés, des chansons françaises plus nostalgiques. Tu as évidemment beaucoup de variétés anglaises, du jazz, du rock, etc. etc. Donc c'est vraiment pléthore jusqu'au rap, évidemment, jusqu'à la techno, etc. Donc ça va vraiment... Alors moi, je suis allé jusqu'à les années 50, jusqu'à 2020 à peu près. Donc c'est vraiment
un panel assez énorme de chansons. Et en fait, ce qui est très cool, et moi je vous propose en fait d'y jouer avec une espèce de petite enceinte connectée ou je sais pas quoi, parce que ça permet en fait d'avoir le truc, l'ambiance, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur chacune des cartes, sur le dos, t'as un QR code qui va être que tu vas badger Mhm. avec ton téléphone, et ce qui va permettre en fait de lancer le titre. Et donc c'est pas, tu sais, les petites, Ça les le 10 lance sur secondes. quoi? Ça le lance alors sur une application dédiée ou sur Spotify. Ah, cool. Et en fait, je crois que tu as quasiment l'intégralité du son, donc c'est stylé. Parce qu'en plus, tu vois, si tu as envie d'entendre la chanson en Ah, ouais. intégralité, c'est pas mal, tu vois. Et donc, en Je... vrai, moi, on y a joué là déjà 4 fois depuis le début des vacances et on kiffe. Mais à fond, et on y joue en équipe, et c'est trop cool parce que tu sais, t'as les modes. Alors, mais attends, ouais, mais alors ça, ok, mais c'est Ouais, sorti en même temps que ça, d'accord, mais quand est-ce que je l'écoutais et tout? ouais, Et ouais. c'est vraiment trop rigolo, quoi. Donc moi, Incroyable. je vous conseille ça de ouf. J'achète, évidemment, je vais l'acheter, c'est sûr et certain. Je me pose même pas de questions, c'est évident, je vais l'acheter. Tu l'as super bien vendu en plus, et le concept est génialissime, mais tu me connais très bien. J'ai une question, faut vraiment, quand tu as une carte à poser, c'est à l'année près ou c'est Non. une décennie? Alors, enfin, en fait, ça dépend. Ce qui se passe, en fait, c'est que sur la carte, il y a effectivement l'année près qui est notée. Mais Ouais. effectivement, si par exemple sur ta timeline, t'as, je sais pas moi, une chanson de 2010, puis une chanson de 1988, et que toi, la chanson, tu veux la placer entre les deux parce que tu t'imagines que c'est 2002 que c'est sorti, bah en fait, là, c'est bon. Par contre, si sur ta timeline, t'as une chanson de 2000, 2001, une chanson de 2003, il faut vraiment que tu la places entre la 2001 et la 2003, quoi. Mais il y Donc a un truc plus que j'ai ta pas dû timeline comprendre est... dans le. Ouais, attends. Parce qu'en gros, si t'as les dates, je comprends pas comment tu. Ah bah non, tu les vois pas, les dates. En fait, ce que Ah, tu vois pour ok. l'instant, c'est au départ, c'est tu scannes, tu Le QR écoutes, code? Ok. et donc tu ne vois pas en fait ce qui est. D'accord, ok, ok, ok. Donc il faut que tu découvres évidemment le titre, Mais c'est l'artiste super si j'ai dur parce qu'il repris faut ça. être bon en blind test en fait, Bah de alors, base. en fait, c'est faut être bon en blind test et faut être bon un petit peu en culture musicale parce que alors c'est pas pour rien qu'ils disent que c'est plutôt 16 ans et plus parce que je pense que si t'es plus jeune, t'as pas encore la culture musicale pour comprendre un petit peu que ça c'est plutôt les années 70, ça Oui. c'est plutôt les années 80, tu vois. Donc du coup, il y a des moments où tu piffes, hein, très clairement. Oui, Mais tu oui, bien vois, sûr. et il y a des moments par contre tu dis ah ça je sais. Ouais, Ça, là, je sais exactement où j'étais c'est, là à ce et j'étais là moment-là. à ce moment-là, tu vois. Ouais, ouais, Et ok. ça donne des trucs, et c'est pour ça que moi je conseille d'y jouer en équipe, parce que ça permet aussi d'avoir des gens qui ont pas forcément les mêmes cultures musicales et qui peuvent s'aider les uns les autres. Donc c'est vraiment très très chouette. Ok, non, mais j'adore. Donc ça s'appelle C'est génial. Hitster, Et ça le coûte jeu des combien? hits. Ça coûte 20-25 euros, je crois. Et Alors? donc c'est pas hors de prix, c'est un jeu de société, quoi. C'est aux éditions du Jardin, donc c'est les éditeurs du Milborn. Et qu'est-ce que je Ah veux oui, dire? c'est vrai, c'est vrai. Ouais, et il y a deux extensions, en tout cas, dont j'ai conscience. Il y a une extension, c'est que France, donc que les chansons françaises, du rap, etc., etc. Et l'autre, c'est genre espagnol. Alors là, je pense que c'est un autre level, quoi. Ok. Voilà, À part la c'était ma SketchUp, j'aurais reco. pas. Ok, non, je déconne. Trop bien, trop bien. Peut-être l'une des meilleures recos d'ailleurs de ces dernières semaines. Ça donne Enfin, en envie. tout cas pour moi, mais limite je vais y aller demain, voir s'il est Ça donne dispo. envie. Ça me donne Mais je trop pense envie. que ça doit être assez disponible assez facilement. Donc il y a 300 cartes, donc Tu crois? t'as le Tu moyen crois que de... c'est un jeu qu'on pourrait faire avec les gens sur Twitch? Non, Je pense légalement, on qu'on n'a pas va le droit de avoir passer des de son. problèmes de droits d'auteur, à Tu vas avoir mon des problèmes, toi. Attention, tu vas avoir avis. des problèmes. Ok, À tant mon pis. avis, tu vois, on va avoir des problèmes de droits d'auteur. Sinon, on chante, on les chante. Euh, Ok, Voilà. tant pis. Donc, Mais trop bien. écoutez, c'est la fin de cet épisode 57 de Pop News. On est évidemment, comme d'habitude, toutes les semaines ravis de partager cette émission avec vous toutes les semaines. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro très probablement focus sur la Comic-Con, un numéro 58 du coup, enregistré en direct lundi prochain à 20h30 sur Twitch et sur YouTube. Et puis, mercredi, dans vos oreilles sur les applications de podcast. En attendant, Exactement. n'oubliez pas de suivre la chaîne YouTube et la chaîne Dailymotion, puisqu'il y a potentiellement des contenus supplémentaires qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à y aller. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien. Salut à tous. Salut à tous.